Alors tout de suite, nous continuons avec le gros du peloton. Je vous cite en vrac, bien sûr, le Sieur Tournesol, Ducrot, Epeda Multispire, les Patriches, Bouquies, Hollywood de Chewing-Gum, Belle Deschamps, Carambar et Serradan qui restent collés l'un à l'autre. On me fait signe, je suis obligé d'arrêter là le commentaire sportif. Et oui, malheureusement, une fois de plus, le sport va céder la place à une page de publicité. Bienvenue à cet épisode de JPP, donc cette fois-ci sur le football. Je ne suis pas Adrien Vicente. Je ne suis pas Nelson Palisnierman. On a oublié de le faire au dernier épisode, donc du coup on le fait aujourd'hui. Donc aujourd'hui on va parler donc football, mais surtout on va parler sponsor au football. Alors en Angleterre et en Allemagne il y a une grande révolution parce que on accepte maintenant les sponsors sur les manches. Alors tout ça est très réglementé quand même. C'est-à-dire que si vous avez un sponsor sur la manche, votre sponsor sur le devant du maillot doit être plus petit que si vous n'aviez pas de sponsor sur la manche, sachant que certains clubs choisissent de ne pas agrandir leur sponsor sur le devant du maillot pour rester en cohérence avec les réglementations de l'UEFA sur les compétitions européennes. Mais voilà, ça cause, il y a 2-3 polémiques quand même à ce sujet-là, où les supporters disent « Ah, ça y est, on perd l'âme du football et on parle de plus en plus sur du business, sauf que ils oublient que en France et en Amérique du Sud c'est déjà la fête du slip à ce niveau-là. En France et en Amérique du Sud. Je pensais pas dire cette fois, enfin je pense que c'est un des rares cas où on peut dire en France et en Amérique du Sud c'est pareil. Donc voilà, c'est assez, il y a beaucoup de sponsors, je pense que vous voyez tous vos clubs préférés à certaines exceptions près qui ont un peu trop de sponsors, hein. Je pense, moi de mon côté, notamment à Strasbourg qui a des maillots absolument, qui pourraient être très beaux, mais qui a des sponsors absolument dégueulasses sur son maillot. Donc voilà, c'est une petite révolution en Allemagne et en Angleterre, alors que pendant ce temps, c'est beaucoup moins réglementé en France et en Amérique du Sud. Alors Adrien, justement, est-ce que tu peux me dire en 2-3 mots quelle est la quantité de sponsors qu'on peut voir sur les équipements des clubs argentins? Beaucoup trop. Non, il y en a partout. Ne nous mentons pas. Donc c'est sur les manches, sur un peu partout. Avec un peu de chance, on en aura sur le short aussi. On en a même sur le cul. Et ça, c'est quand même magnifique. Voilà, je pense que l'image est assez parlante. Hein. Voilà, il y a un joueur qui marque, ils se jettent tous les uns sur les autres et on a un gros plan sur leur cul avec un sponsor. Avec un sponsor qui s'affiche, c'est beau, c'est magnifique, c'est la fête du slip. En plus, souvent, c'est quand même pas les plus classes. Enfin, on parlait justement, avant d'enregistrer le podcast, tu parlais de Montpellier, qui avait sur son short orange marqué en gros en bleu sur le cul Watibé. Enfin, il y a plus classe quand même pour, comme visuel pour un sponsor que d'être affiché sur le cul de joueurs de foot. Alors je comprends la logique en cyclisme, parce que s'il y a bien un endroit d'où on filme les cyclistes, c'est de derrière, donc le sponsor sur le cul peut être logique. Non mais je t'arrête tout de suite, là tu as ouvert une boîte de Pandore. Les équipements de cyclistes, jamais de la vie on peut les prendre pour référence. Les équipements de cyclistes, c'est quand même le graal du mauvais goût. C'est les couleurs fluo, des sponsors de partout, ça va pas du tout. On ne peut pas prendre un maillot de cycliste en exemple, c'est pas possible. Oui, non mais c'est pas... Voilà, je voulais dire ça justement... Bon, t'as raison, mais c'est comment dire, il y a au moins un minimum de cohérence dans cet acte-là. Alors qu'en foot, voilà, j'ai du mal à comprendre le sponsor sur le cul, parce que ce qu'on va voir le plus souvent quand même dans le joueur de foot, c'est lui de devant, où on va le voir, on va faire un gros plan plutôt sur le haut de son corps. Donc c'est vrai que le sponsor sur le cul, j'ai toujours du mal. Et c'est vrai que donc on a le même phénomène en France maintenant, c'est qu'il y a de plus en plus de sponsors. Et qui pour moi pourrissent complètement les maillots, c'est-à-dire ça va être de toutes les couleurs. Voilà, je reviens sur Strasbourg, mais par exemple leur maillot extérieur qui est blanc, ils ont marqué Croisière Europe en gros dessus, avec plusieurs couleurs différentes, du jaune, du bleu, du vert, plus différents sponsors sur le côté droit de la poitrine, dans le dos, sur les manches. Enfin, est-ce que, donc en France, il n'y a pas du tout de cohérence au niveau des couleurs qui vont être mis des sponsors. Est-ce qu'au moins
en Argentine, on essaye un petit peu de se fondre dans le maillot, ou est-ce que pareil, on s'en fout complètement des couleurs qu'on met sur les différents maillots? Alors ça dépend, mais je trouve que globalement ils s'en sortent pas trop mal. Enfin, au moins au niveau des couleurs. Alors je sais pas si c'est la culture des supporters qui tiennent vraiment aux couleurs de leur maillot et qui fait que ils osent pas mettre, je sais pas, pour un club qui s'habillerait en rouge et blanc, de mettre un énorme sponsor vert en plein milieu du maillot. Ça passe difficilement. En général, les sponsors, voilà, il y en a partout, c'est très moche, mais ça respecte à peu près au moins les couleurs. D'accord. Oui, non, parce que c'est vrai qu'en France, il n'y a pas du tout ce respect. Donc, je prenais l'exemple de Strasbourg. Je peux prendre l'exemple aussi de Bordeaux, qui pendant très longtemps avait un gros sponsor blanc et rouge avec marqué Kia. Je me souviens de ce maillot. Le pire du pire, quand même, pour moi, ça reste l'époque Lyon et la société de production Pathé. Oui, ce formidable maillot rose, si je ne m'abuse. Bon, de toute façon, déjà un maillot avec du rose dessus, ça n'a jamais donné de bons résultats. Arrêtez, s'il vous plaît, ça ne marche pas, jamais. Alors, si qui que ce soit nous écoute, sachez que Adrien Vicente et Nelson Pesterman ne veulent plus de maillot rose et que c'est probablement l'avis de l'intégralité de la population européenne. Et bon. Non, mais il n'y avait pas qu'un maillot rose. En général, sur le maillot blanc, donc avec les rayures bleues et rouges dessus, ils avaient un gros logo jaune avec marqué Pathé dessus. Et mon père à l'époque me faisait la blague en me disant oui c'est un gros pâté effectivement qu'ils ont sur le maillot. Donc sous-entendu ils ont gerbé sur le maillot et ça a sorti le sponsor Pathé. Donc c'est vrai que ça dénaturait complètement les couleurs du maillot. Et c'est vrai que quand on a la chance d'avoir des couleurs iconiques, donc par exemple je pense à Saint-Etienne, je pense à Marseille, je pense au PSG, Bordeaux plutôt aussi quand même. Donc c'est-à-dire des maillots dont tout le monde se souvient, dont tout le monde sait à quoi ça ressemble, etc. C'est quand même dramatique de venir le gâcher. Enfin, je veux dire, ne serait-ce que Marseille, quand ils ont leur sponsor Intersport qui reste en bleu et rouge sur le maillot, alors que c'est quand même un maillot blanc et bleu ciel, et surtout bleu et rouge, s'il y a bien une couleur que les supporters bleus n'aiment pas, c'est le bleu et le rouge. Et puis Saint-Etienne, ça va, ils ont quand même réussi à garder les sponsors plutôt en blanc sur leur maillot vert, même s'il y en a quand même un peu trop de sponsors dessus. Il ne faut pas que ça vienne dénaturer non plus. On a à côté de ça, pareil, Bordeaux, donc il y a eu des gros sponsors sur ces maillots. Lyon, pareil, quand même, c'est des couleurs assez iconiques et venir les gâcher comme ça. Alors par contre, pour mentionner le football allemand, certes, les Allemands jusqu'à maintenant n'avaient le droit qu'à un seul maillot devant, un seul sponsor pardon devant. Et ensuite donc maintenant un sponsor sur la manche, mais ça ne veut pas dire que le maillot le couleur du truc va bien se fondre avec le maillot. Par exemple, vous avez le club de Fribourg qui est sponsorisé par une marque de charcuterie, de volaille pour être précis. Sauf que le maillot de Fribourg il est rouge et noir et que le logo il est blanc et vert et rouge. Donc ça fait quand même un énorme pâté pareil sur le maillot, alors que leurs maillots sont plutôt beaux, mais c'est vrai qu'il faudra enlever le sponsor dessus. Dortmund a un logo violet sur son maillot jaune et noir, même si ça va, il est plutôt discret, il n'est pas non plus énorme dessus. Donc voilà, il y a moi la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu penses qu'à l'heure actuelle, au niveau du football, on peut encore réguler ce genre de truc où c'est mort, on n'arrivera jamais à revenir en arrière, ou on n'arrivera jamais à les limiter, ils iront toujours plus loin? Je pense que quand même, oui. On peut arriver à les limiter, ne serait-ce que sur comment un sponsor s'intègre sur un maillot. Je pense que tout le monde est d'accord que les supporters sont quand même pas toujours prêts à acheter des maillots ultra moches, et donc c'est dans tout leur intérêt de bien s'intégrer sur le maillot, quoi. Je pense aussi que, comme je disais tout à l'heure, les supporters sont quand même la plupart du temps assez attachés à leur couleur et au respect de leur couleur. Donc si
Si tu viens mettre un énorme sponsor jaune fluo sur un maillot bleu et blanc, ça va pas le faire. Ça va pas plaire aux gens et donc le club va vendre moins de maillots etc. Donc de ce côté-là, je pense qu'il y a de quoi. Je pense qu'on peut quand même espérer que ça va plutôt bien se passer. Et pareil sur la multiplication des sponsors, en fait, c'est pas si efficace que ça parce que plus tu multiplies les sponsors, plus ton sponsor principal est moins cher du coup, puisque si t'as qu'un seul sponsor, on voit que celui-là. S'il y a des sponsors partout, on en voit d'autres et donc ça dévalue le prix des sponsors. Donc je pense que économiquement d'ailleurs on le voit bien en Ligue des Champions et dans les très grands clubs en général font pas n'importe quoi sur leurs sponsors. Ils mettent un gros sponsor et puis basta. Évidemment les premiers qui me viennent c'est les clubs espagnols, mais voilà, le Real ils ont un maillot blanc et ils ont un sponsor au milieu et ça leur va très bien. Le Barça c'est pareil. Cette année leur sponsor il s'intègre beaucoup moins bien sur leur maillot que d'autres saisons, mais on parle quand même d'un club qui a érigé le mauvais goût en valeur directrice quand il s'agit de faire leur maillot extérieur. Voilà, je tiens à le dire, j'aime beaucoup le Barça, mais vos maillots extérieurs, c'est pas possible, les gars. C'est vraiment pas possible. Votre amour pour le fluo, non. Mais donc voilà, je pense que ils vont plutôt bien s'en sortir. Enfin, il y a moyen que les sponsors se multiplient pas à l'infini sur les maillots, parce que je pense que l'argent, le nerf de la guerre, économiquement, c'est pas si porteur que ça. C'est vrai que moi, par exemple, je vais rester sur mon exemple personnel. Le maillot de Strasbourg, j'ai pas du tout envie de l'acheter. Outre le fait que les maillots soient de plus en plus chers et que ça coûte 75, 80, 85 euros et que ça devient du gros foutage de gueule quand même. Mais en dehors de ça, moi j'aimerais bien avoir un maillot de Strasbourg, mais pas celui-là quoi. Enfin, il y a 3 sponsors sur le maillot, en plus 3 sponsors de 3 couleurs différentes. Je crois qu'il y en a un qui est en vert, un qui est en rouge, et le troisième, je sais plus de quelle couleur il est, mais c'est sur un maillot bleu. Donc, c'est du grand n'importe quoi. Ouais, tente les maillots d'entraînement pour voir. Des fois, les maillots d'entraînement ressemblent beaucoup aux maillots normaux, mais sans les sponsors, et ça coûte 20 balles. C'est la route sur laquelle je vais partir d'ailleurs, je pense. Je suis plutôt tenté par effectivement prendre le maillot d'entraînement qui est certes moins joli que le vrai sans sponsor, on va dire. Mais voilà, qui fera l'affaire cette saison. Et puis vu comment c'est parti, ça risque d'être leur seule saison en Ligue 1. Donc je pourrais le porter, si je suis toujours en Alsace l'an prochain, en Ligue 2, pour aller voir des super matchs contre Clermont, pardon. Mais voilà, c'est comme tu disais, je comprends de moins en moins bien l'intérêt économique parce que moi j'arrive pas à me concentrer s'il y a 4 ou 5 sponsors sur le devant du maillot, j'arrive pas à me concentrer sur quel sponsor je suis censé regarder en priorité. Alors que justement, quand tu as un seul sponsor en avant, et en plus tu peux faire tellement de trucs dérivés avec ça quoi. Enfin, je veux dire, je sais plus, en Allemagne, souvent les sponsors principaux arrivent à faire des bonnes pubs avec les joueurs du club. Alors là, je vais donner un contre-exemple parce que c'est le sponsor sur la manche chez Dortmund qui fait surtout de la pub avec les joueurs, c'est Opel. Mais ils faisaient déjà des pubs avec les joueurs avant d'être sur le maillot. C'est-à-dire ils étaient sponsors stade, ils étaient partenaires entre guillemets du Borussia Dortmund. Et ils faisaient quand même déjà des pubs avec eux, donc il n'y avait pas forcément besoin de les avoir sur la manche. Surtout que, comme j'ai dit, le truc il est en blanc et noir, sachant que sur le maillot de Dortmund, maintenant sur le dessus, il y a une bande noire, donc du coup il se voit quasiment pas, le super sponsor. Donc là encore, j'ai du mal à avoir l'intérêt. Mais voilà, on peut beaucoup plus s'intégrer, on peut beaucoup plus s'identifier. En Angleterre, par exemple, Chevrolet, ils ont fait beaucoup de choses avec Manchester United depuis qu'ils sont leurs sponsors. Fly Emirates, de toute façon, le stade s'appelle Emirates Stadium, donc c'est plus facile en effet. Voilà, ils ont fait énormément de trucs avec eux. Donc il y a quand même une grosse présence à ce niveau-là. Justement, tant qu'à parler de l'Emirates Stadium, est-ce qu'en Amérique du Sud, il y a beaucoup de branding aussi, ce qu'on appelle le branding, donc le fait de donner des noms de sponsors à des stades.
ou est-ce que là pareil c'est quelque chose de trop sacré et on n'y touche pas? Ça dépend du pays. Alors, il me semble, j'en suis pas sûr à 100% parce que c'est un championnat que je connais moins, mais il me semble qu'au Mexique, pareil, c'est la fête du slip, il y a des franchises, enfin c'est comme aux États-Unis, quoi. Et j'ai l'impression que plus on descend, plus on va vers le sud, plus c'est compliqué. En Argentine, il n'y a pas un stade qui est namé. Le nom des stades est tellement... En fait, en Argentine, les stades ont un nom, ils portent le nom de Jean-Michel Garcia, mais ils ont tous un surnom, et ils sont tous connus par leur surnom, les stades. Donc, c'est beaucoup plus compliqué de renommer un stade. Enfin, tu peux appeler un stade, j'en sais rien, Opel Stadium. Ben, tu peux renommer le stade de River Plate Opel Stadium. Pour les gens, ça s'appellera toujours El Monumental. Et donc, c'est beaucoup plus compliqué de namer un stade puisque c'est déjà pas les noms officiels des stades qui sont rentrés dans le langage courant et que les gens connaissent. Après, je connais assez mal je connais trop mal les autres championnats pour pouvoir dire avec certitude s'il y a des stades namés. À ma connaissance, au Brésil, c'est pas le cas. Je me demande si en Colombie, il n'y a pas des stades qui sont namés. Je sais que le nom du championnat l'est et ce serait pas impossible. Mais à ma connaissance, le pays qui a le plus cédé à la tentation du naming des stades, c'est le Mexique. Pareil, pour des raisons c'est quand même l'Amérique du Nord, quoi. Donc le système est, on a des équipes, on a des franchises, on a des équipes qui tout à coup déménagent à 800 km d'une année sur l'autre. Ça se passe vraiment comme ça. Oui, d'accord, oui, non, effectivement, c'est vrai que ça, comment dire, c'est assez révélateur justement ce genre de choses, qu'il y a des trucs auxquels on touche pas, et même que quand on y touche, ça reste différent dans la tête des gens. Par exemple, je connais peu de gens qui me disent en Allemagne, on va aller à Dortmund au Signal Iduna Park. Non, les gens continuent à appeler ça le Westfalenstadion. Signal Iduna, qui est une compagnie d'assurance, ils sont très gentils, ils ont donné beaucoup de pognon. Et les gens, ils n'ont pas envie d'appeler ça le Signal Iduna Park. Et alors, il faut savoir que quand je suis allé visiter le stade, il y a même une blague à ce sujet-là qui est faite par le Borussia Dortmund eux-mêmes. C'est-à-dire, ils te présentent d'abord une petite vidéo d'intro avant que tu ailles visiter le stade, sur l'histoire du club, sur l'histoire du stade, etc. Et ils font le Westfalenstadion. Ah non, pardon, le Signal Iduna Park. Donc, eux-mêmes sont conscients de... Oui, alors on nous a donné des millions parce qu'on était dans la merde financièrement, mais ça restera toujours le Westfalenstadion, bien tenté. Je pense que ça peut marcher mieux si le stade, dès le début, porte un nom de sponsor, l'Allianz Arena par exemple, à Munich. Mais en dehors de ça, c'est vrai que ça va garder plutôt quand même dans l'idée des gens ce nom-là. Alors on a un cas assez atypique par exemple à Bordeaux, où alors ça s'appelait d'abord le Grand Stade. Les gens, quand ils disent le Matmut Atlantique, c'est plus pour se foutre de la gueule du nom que vraiment pour dire le Matmut Atlantique. Il faut dire quand même que c'est un nom dégueulasse, le Matmut Atlantique. Tout à fait. Et en plus, quand on passe par-dessus en avion, il y a marqué Matmut sur le toit. C'est de grand n'importe quoi. Voilà, si vous vous demandez pourquoi j'ai arrêté de soutenir Bordeaux, vous avez une ou deux pistes là dans ce que je viens de dire. Et du coup, les Ultras de Bordeaux ont décidé de faire un vote sur qu'est-ce qu'on devrait appeler le stade maintenant qu'il s'appelle Matmut Atlantique. Et donc c'est moi-même j'en me souviens pas, c'est un joueur assez obscur. C'est René Galis, si ma mémoire est bonne. Il me semble que ça a été un anti-facho en plus, René Galis. Et donc c'est vrai que ça correspond bien à l'identité des ultras bordelais de donner un nom comme ça, sauf que à part les ultras, qui va appeler ça comme ça? Et encore, je suis sûr que dans les ultras, il y a très peu de gens qui spontanément vont dire le stade René Galis.
ou la reine René Gaïs, je ne sais pas comment ils veulent qu'on l'appelle exactement, mais c'est malheureusement. Par contre, voilà, il y a beaucoup de Bordelais qui disent le grand stade, parce que tu restes au final avec le premier nom. Et je pense qu'il y a un mélange de ce que tu disais pour le Mexique, du côté traditionnel, de dire bon ben c'est notre stade à nous, on l'appelle comme ça, mais il y a aussi le coup de, on l'a toujours appelé comme ça, le nombre de Bordelais qui disent encore l'Escure à la place du stade Chabandelmas. D'ailleurs que je trouve très bien qu'ils continuent à l'appeler l'Escure, parce qu'on a assez de trucs qui s'appellent Chabandelmas à Bordeaux. Enfin, je devrais arrêter de dire on d'ailleurs, je ne suis plus bordelais. Mais voilà, ça reste dans les mémoires collectives, tel nom de stade, et comme je disais, je pense qu'il n'y a que quand tu construis un nouveau stade directement avec le nom, donc l'Allianz Arena, l'Emirates Stadium, etc., que vraiment ça peut rester dans les esprits, et que les gens vont utiliser le nom du sponsor comme nom pour le stade. Ouais, c'est clair. Encore faut-il trouver un sponsor, parce que ça a été le principal problème de Bordeaux, c'est qu'on l'a tellement appelé le Grand Stade et jusqu'à après son ouverture que finalement on s'est rendu compte que ça y est, le Grand Stade s'était passé dans les têtes, et comme le sponsor était pourri en plus, ça n'aide pas. Voilà, s'il y a des gens de la Matmut qui nous écoutent, j'en ai rien à foutre, c'est un nom pourri. Ça sert à rien ce que vous avez fait. Le mec super méchant. C'est de la merde ce que vous avez fait. Non, mais c'est vrai que c'est très spécial. Je me souviens que le nom, j'étais allé voir la mairie exposer pendant un temps avant les débuts des travaux du Grand Stade. Tiens, je continue à dire Grand Stade rien que pour emmerder Matmut. Du Grand Stade il avait nommé, le nom de projet c'était Stade Bordeaux Atlantique Nord. Et j'y étais allé avec un pote et je me suis retrouvé, je lui ai dit ça sent le nom provisoire qu'on a mis juste parce qu'on espère un naming le plus rapidement possible. Et comme ça, ouais, Stade Atlantique Nord, on s'en bat les couilles de comment ça s'appelle. Surtout que certes Bordeaux c'est près de l'Atlantique, mais pas si près que ça non plus à ce que tu l'appelles Atlantique Nord. J'aurais pu trouver plus logique, je sais pas, le Stade de la Garonne ou un truc comme ça, Stade du Lac. J'en sais rien. Stade première sortie à droite en partant de la rocade. Stade bouchon, que tu sois en tram ou en bagnole. D'ailleurs, petite anecdote, le seul match que je suis allé voir là-bas, c'est Allemagne-Italie. Et puis, ça a été une horreur pour rentrer, quoi. Ça a été du grand n'importe quoi. Il y avait certes un tram après l'autre, sauf que, il n'y a pas eu il n'y avait pas assez de bus pour faire route alternative, quoi, et pour pouvoir vraiment emmener les gens. Et puis le fait que les gens se garaient autour du stade, ça a créé des bouchons, donc même les bus, ça les ralentissait. Donc je trouve que ça n'a pas été très bien organisé à ce niveau-là. Mais c'est vrai que, pour moi, il manque un petit quelque chose au niveau de l'âme du club quand le nom de ton stade c'est le Grand Stade. Plus qu'autre chose, qu'on n'a pas donné de vrai nom, au final le naming il est arrivé trop tard, en plus que le naming est dégueulasse parce qu'au final t'as tellement voulu un naming que t'as accepté le premier truc venu et l'autre il t'a dit on va appeler ça Matmut Atlantique. Ouais bon allez tant pis, écoute. C'est assez triste, et c'est vrai qu'on a eu le droit à la même chose avec Lyon qui a mis un certain temps à trouver un naming. C'est quoi déjà au final maintenant J'en ai aucune idée, pour moi c'est Stade des Lumières. C'est toujours Stade des Lumières, ça n'a pas changé. Je vais faire quelque chose qu'il ne faut pas faire en direct. Je vais regarder le nom du stade. Ça fait les mecs vachement préparés encore une fois. Groupama Stadium. Groupama Stadium, putain, c'est Stade des... En plus Stade des Lumières, ça envoyait, c'était vachement bien comme nom. Mais oui, mais alors il y avait au tout début le projet c'était Parc OL. Bon, ça pour le coup ça fait vraiment nom provisoire en attendant de trouver un sponsor. Et après c'est devenu le Stade des Lumières, mais surtout ce qui m'a fait rire c'est que en même temps le Stade du rugby, lui aussi a pris un nom de sponsor, et je te laisse deviner lequel. MMA? Non, on en a parlé il y a 30 secondes, Matmut aussi. Oh non. Aussi porte un nom, Matmut, Stade Matmut ou un truc comme ça, Stade Matmut Lyon. Donc la Matmut qui a décidé de se diversifier en rachetant des noms de stades, apparemment. Voilà, c'est que des assureurs, vous remarquerez. Oui, d'ailleurs, ce
qui est marrant, c'est qui ont voulu se lancer dans la glorieuse aventure qu'avait entreprise MMA en sponsorisant Le Mans. Voilà, je suis désolé s'il y a des morceaux qui nous écoutent. C'est très dur de vous rappeler ce moment, mais... Et puis vous, comme Grenoble, vous pouvez pas compter sur un club de rugby pour rattraper le truc. Donc malheureusement... Non, mais en plus, ce qui est... ce qui est marrant, c'est justement j'étais allé avec toi et avec Mathieu Hilbert, Mathieu si tu nous écoutes, hashtag Michel Drucker, et on était allé au stade Pierre-Mauroy, donc de Lille, et dessous, je me souviens, il y avait une petite bande Crédit Mutuel. Donc techniquement le stade s'appelle Stade Pierre-Mauroy, sauf que tu vois de très loin marqué Crédit Mutuel sous le nom de Pierre-Mauroy, donc paix à son âme, au pauvre Pierre-Mauroy qui a le droit à Crédit Mutuel sous son nom. Mais ça aussi, ça m'avait surpris quand même. Je ne sais pas si on a vu ça dans d'autres stades, mais le fait de mettre un sponsor sous le nom du stade, là quand même je me suis dit, là on va quand même très loin dans la diversification des sponsors dans les différents clubs, quoi. Est-ce que, en Argentine et en Espagne, on en est où par rapport aux sponsors autour du terrain? Alors moi personnellement pour le stade que je connais qui est quand même un stade d'équipe moyenne, ça va, c'est globalement c'est tranquille. Enfin voilà, c'est des sponsors tout autour du terrain. Alors en général ça dépend de l'importance du match, mais pour les gros matchs c'est des écrans et pour le reste c'est juste des panneaux publicitaires, donc ça va de ce côté-là, il n'y a pas de gros problème. Il n'y a pas d'abus. Pour ce qui est des grandes équipes, je sais pas. Je pense que c'est quand même un peu plus c'est quand même un peu plus envahi par les sponsors. De mémoire, le stade de River Plate, il y a quand même beaucoup marqué Coca-Cola dedans, à l'extérieur et autour. Donc, et je pense que c'est pas les seuls. Mais c'est ça qui est, ça me fait rire ce que tu dis, parce que j'ai l'impression que c'est l'inverse de la France, c'est-à-dire plus un club est gros, plus il va y avoir de sponsors, et plus un club est petit, moins il va y en avoir. Alors qu'en France, on voit souvent que c'est quand même les petits clubs qui vont avoir 4000 sponsors sur leur maillot, et à côté de ça, qui vont avoir le plus de pubs possible autour du stade, et qui du coup vont même renommer leur tribune, je sais pas, tribune Cochonou, tribune... je t'avoue que je ne savais pas que ça existait, et ça me consterne. Alors, donc Cochonou, évidemment, il n'y a pas de tribune Cochonou, je crois pas en tout cas, pas que je sache, mais il existe... Il y a une Ligue 1 Conforama, si tu veux, donc... Putain, mais c'est vrai, j'avais oublié que c'était la Ligue 1 Conforama, maintenant qu'il faut dire. D'ailleurs, maintenant, si vous allez sur le... Je dis ça parce que j'ai dû acheter des meubles récemment. Si vous allez sur le site de Conforama, vous avez plein de trucs. Ligue 1 Conforama. Je dis oui, ça me rend pas Conforama plus sexy, hein, le fait que vous sponsorisez la Ligue 1. Je viendrai toujours acheter des canapés chez vous, hein. Je ne viendrai jamais acheter des places de stade. Ouais, voilà, je me dis pas, ah tiens, ça coûte 10 € de plus chez Conforama, mais ils sponsorisent la Ligue 1, donc je vais acheter du coup le canapé chez Conforama. Donc c'est pas ça vraiment qui est convaincant pour moi. D'ailleurs, je me demande si un jour la Ligue suédoise s'appellera la Ligue Ikea. Pour faire dans le cliché le plus total. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est du grand n'importe quoi. Et voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a quand même des tribunes qui portent le nom de sponsors. Donc on va de plus en plus loin dans la pub. Et franchement, j'en suis à me demander où ça va s'arrêter. Surtout que ce qui est marrant, c'est que la FIFA avait interdit aux joueurs d'enlever leur maillot de peur qu'ils aient un sponsor sur leur maillot. Ou officiellement un message politique, mais je pense que c'est surtout plus oulala, il faudrait pas que sous leur maillot il y ait marqué Nike alors que tout est sponsorisé par Adidas. Et par contre, ils laissent la pub s'engouffrer absolument partout. Après, c'est vrai que ça dépend des ligues. Que moi personnellement, je suis presque content que ça fasse polémique en Allemagne et en Angleterre, de dire oulala, on met des sponsors sur les manches, non mais n'importe quoi. Et même si c'est régulé, on s'en fout, c'est une honte. Alors qu'à côté de ça, ça fait longtemps que c'est un gros lâchage à ce niveau-là.
je t'ai beaucoup demandé sur l'Argentine, mais du coup en Espagne sur les maillots, ça se présente comment? En général, alors je crois qu'il y a des maillots sur les manches, je crois qu'il y a des sponsors sur les manches, je crois que le Barça de mémoire est sponsorisé sur ses manches, donc si le Barça le fait, a priori les autres le font aussi. Oui, je crois que c'est par la chaîne catalane, non, la troisième chaîne catalane. Je crois que c'est beIN Sport cette saison. Ah, c'est beIN Sport maintenant. Je vais regarder pendant que tu parles. Non, ouais, je pense pas que ce soit la chaîne publique catalane. Mais non, globalement, c'est voilà, c'est un gros sponsor. En général, pour les grands clubs, c'est un grand sponsor, donc les Fly Emirates et compagnie. Pour pas mal de clubs, c'est un sponsor chinois qu'on connaît pas. Et pour d'autres clubs, notamment les clubs qui ont un gros ancrage régional, ça peut être des marques régionales. Je pense notamment aux clubs de Galice qui sont sponsorisés par une bière locale. Voilà, Las Palmas aussi de mémoire est un sponsor canarien. Globalement, ça va, ça jure pas trop. Je crois que il y a un maillot qui m'avait choqué parce que le sponsor allait très mal dans le maillot. Je crois que c'était la Real Sociedad. C'était un club basque, mais bon. Globalement, je trouve que les Espagnols s'en tirent pas trop mal. Enfin, ils se sont pas complètement laissés aller. Ils ont pas tout lâché au grand capital et au maillot en mode cycliste. Ouais. C'est quoi Rakuten? Parce que je vois que c'est le sponsor du Barça. Ouais, sur le maillot. Alors c'est un groupe japonais qui possède notamment, enfin en France on les connaît parce qu'ils possèdent Price Minister. Ah d'accord. Voilà, et je crois qu'ils font pas que ça, enfin c'est un conglomérat, donc ils font de tout, ils font des trucs très différents les uns des autres. Mais j'en suis même pas sûr, c'est te dire si je les connais bien. Ouais, non, j'essaie de voir le maillot qu'il y a sur la manche du Barça, alors ça commence par BE, mais ça ressemble pas au logo de beIN Sport. Je saurais pas trop te dire du coup exactement ce que c'est. Non, mais alors justement, ça me fait penser, tu as mentionné là qui sont sponsorisés par des marques de bière. Dans l'Allemagne, ça se voit souvent. En même temps, c'est Beko. Voilà, le Beko, c'est le sponsor sur la manche. Alors, tu sais ce que c'est, toi, Beko ou pas? Bah non. D'accord, ok. Donc, c'est réglé. Non, et du coup, la question que je voulais te poser, c'est qu'en Allemagne, donc, on a aussi des sponsors de marques de bière sur le maillot. Donc, j'imagine que dans les stades, il n'y a aucune réglementation contre l'alcool à l'intérieur des stades au niveau des sponsors, quoi. C'est une excellente question, mais je crois que la vente d'alcool dans les stades en Espagne est interdite. Ouais. Parce que bon, voilà, c'est comme beaucoup de pays européens, c'est un pays qui a eu des problèmes avec les ultras. Oui, oui. L'Allemagne aussi. Et non, après, je sais pas si c'est ça la question que tu me posais en fait. Non, en fait, c'était savoir, du coup, il n'y a aucun problème pour avoir des sponsors, soit sur les maillots, soit autour du terrain, de marques d'alcool. Bah non, puisque je te dis que des clubs galiciens se sont fait sponsoriser par une bière locale. Alors, à ma connaissance, c'est les seuls, mais il doit y en avoir d'autres. Hein. Enfin, à ma connaissance, c'est les seuls, mais il doit y en avoir d'autres dans les 2e, 3e divisions. Qui le font. Je pense pas que les clubs galiciens aient une dérogation particulière pour pouvoir faire de la pub pour de la bière. Mais c'est vrai que je me souvenais que par exemple quand il y avait des clubs allemands qui avaient une marque de bière comme sponsor, quand ils venaient jouer en France, d'un coup ils n'avaient plus de sponsor sur le maillot. Alors maintenant il y a eu les techniques ni vues ni connues de différentes marques de bière comment être sponsor sans afficher une marque de bière? Alors faites comme Heineken qui met des slogans où on reconnaît bien les couleurs et le logo d'Heineken, mais où il y a marqué Heineken nulle part. Le plus drôle, c'était là quand même pendant l'Euro 2016, où il y avait Carlsberg qui arrivait à faire de la pub sans mettre Carlsberg, un peu partout. Donc ça aussi, c'est super aidé d'avoir une bière comme sponsor dans un Euro où tu peux pas afficher une marque de bière. C'est l'idée de fucking genius. Après, je sais que c'est des contrats sur différentes compétitions, donc forcément ça inclut l'Euro en France. Mais voilà, en Allemagne, il y a énormément de maillots sponsorisés par des marques de bière, tout simplement parce que quasiment chaque patelin a sa propre marque de bière
coup, ils essaient de s'afficher comme ça. Oui, voilà, c'est les clubs locaux. En France, partout, on a la même chose. Les clubs locaux qui se font sponsoriser par des entreprises régionales. Et si les entreprises régionales, c'est de la bière, allez, vas-y, mon copain. C'est ça. Mais en plus, ce qui est marrant, c'est que l'exemple qu'on peut le plus mettre en avant, c'est Schalke 04. Alors, ça me fait mal de dire ça, moi, personnellement. Mais voilà, c'est Schalke 04 qui, quand même, a le nom de son stade, c'est une marque de bière. C'est la Veltins Arena. Veltins, c'est une marque de bière. Donc, pendant longtemps, ils avaient Veltins sur le maillot. Alors, maintenant, ils ont Gazprom. Parce qu'ils n'ont pas peur de l'argent sale. C'est moins cool. mais par contre, le stade, c'est toujours. Et ils avaient pendant longtemps aussi Veltins sur le maillot. Donc, quand ils jouaient contre un club français, du coup, ils n'avaient plus rien sur le maillot. Par contre, voilà, à partir du moment où tu dis le nom du stade, techniquement, aucun journaliste français ne devrait avoir le droit de dire le nom du stade à la télé, quoi. Parce que tu fais la pub pour une marque qui, certes, n'existe pas en France, mais tu fais de la pub pour une marque de bière allemande. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas du tout ce problème-là, alors qu'en France, y a une limitation. Donc pas de paquet de cigarettes, là, aucun problème. Et c'est vrai que l'alcool, ça avait posé beaucoup de problèmes à pas mal de clubs qui avaient dit que c'était pas normal. Je me souviens que Giroud, autant d'Auxerre, disait qu'il ne comprenait pas qu'à 100 mètres du stade, tu puisses avoir une grosse pub sur les énormes panneaux publicitaires avec marqué Ricard. Par contre, à l'intérieur du stade, tu pouvais plus, quoi. C'est assez spécifique. Est-ce que toi, tu vois ça comment? Est-ce que tu trouves que c'est bien de justement essayer de limiter le plus possible le type de pub qu'on peut faire dans le football, ou est-ce qu'au final, c'est juste une hypocrisie supplémentaire? Si ça peut nous éviter Ligue 1, Conforama et Dominos Ligue 2, moi ça me va. Hein. Mais ça n'a hélas rien à voir avec l'alcool. Oui, alors mais ça, c'est vrai qu'en France, on a quand même choisi les meilleures marques pour sponsoriser nos championnats. Conforama Ligue 1, enfin Ligue 1 Conforama, et surtout, non, Dominos Ligue 2, quoi. Ça, c'est le plus beau. Ça me vend du rêve, et l'Allemagne avait flirté un temps avec le fait de renommer la Bundesliga. Il y avait la Telekom qui voulait acheter le nom de la Bundesliga pour que ça devienne la Bundesliga Telekom. Sachant qu'en Autriche, alors je vais donner ensuite l'exemple de l'Autriche qui est un des pires exemples, ils ne se gênent pas du tout. Mais ça se fait pas en Allemagne. Maintenant, la première ligue, je crois qu'il s'appelle toujours Barclays Première Ligue. Je crois aussi, mais c'est possible qu'ils aient changé et que je m'en sois pas rendu compte. Parce que sur leur logo, maintenant, il n'y a rien. Sur les logos de la Première Ligue, il n'y a rien marqué. Il y a juste marqué Premier League. Mais je ne sais pas si du coup ils ont toujours un sponsor avec eux ou pas. Mais par contre, en Angleterre, le nom de la Coupe de la Ligue change quasiment tous les 2 ans. Parce qu'ils ont un nouveau sponsor à chaque fois. Et la chaîne YouTube de dessin sur le foot que je regarde, 4 Toons, ils ont nommé la Coupe de la Ligue Insert New Sponsor Here Every Year. En même temps, qui s'intéresse à la Coupe de la Ligue avant la finale? Oui, c'est ça, quoi. T'as juste les boules d'avoir perdu en finale, mais après le reste tu t'en fous. Au point que, par exemple, Jürgen Klopp a rencontré 2 fois Leicester dans la même semaine et les a dominés, même s'ils ont gagné entre guillemets que 3-2 en championnat. Mais par contre, il avait mis une équipe bis en mettant même le 3e gardien en Coupe de la Ligue. Et des gens avaient dit oulala, ils ont perdu. T'as vu la compo qu'il a mise aussi, évidemment qu'ils ont perdu. Voilà, donc supprimons la Coupe de la Ligue. Mais voilà, disons-le tout net, cette compétition ne sert à rien. Oui, et pour une fois que Liverpool est en Ligue des Champions, en plus, ils vont pas s'alourdir encore plus la calendrier. Surtout qu'en Angleterre, ils aiment bien faire un match retour si jamais il y a eu match nul. Donc, je te raconte pas le bordel. Voilà, donc il y a du sponsoring. Et donc, pour parler de l'Autriche, je m'en suis rendu compte en jouant à FIFA. Souvent, quand tu joues à FIFA et que tu fais un mode carrière joueur, quand tu joues en Allemagne, on te propose souvent de te faire prêter en Autriche. Et je me suis rendu compte qu'en fait, en Autriche, non seulement, mais ils ont des sponsors, mais partout sur les maillots et les shorts. Mais c'est dégueulasse leur maillot. Mais en plus, le nom du club, 9 fois sur 10, c'est un nom de sponsor. Donc évidemment que Red Bull Salzburg, c'est le plus connu. Mais alors que dans beaucoup de pays, c'est l'exception qui confirme la règle. Le fait d'avoir un club Red Bull, là, c'est tous les clubs. Il y a des clubs qui portent des noms
de casinos, de banques, de supermarchés. Imagine demain si tu as les Intermarchés de Bordeaux, quoi. Non, mais c'est aller beaucoup trop loin. Enfin, je sais qu'il y a des supporters que ça gêne pas du tout. J'avais discuté il y a quelques années avec un supporter de Bielefeld. Alors, petite anecdote de derrière les fagots. Bielefeld, il y a dans la ville de Bielefeld, il y a la marque de pizza surgelée et de pudding et de crème dessert en poudre, Dr Oetker. Et Dr Oetker, qui est donc basé à Bielefeld, la famille Oetker a toujours habité là-bas, a proposé à Bielefeld, on vous fait un stade tout neuf, super, top du top, à une seule condition, il s'appelle Dr Oetker Stadium. Et Bielefeld, à l'époque, c'était il y a, je pense, 15-20 ans, pardon, a dit non, fuck, nous on veut surtout pas s'appeler Stade Dr Oetker. Il faut savoir que depuis, ils ont juste refait une des tribunes et pour ça, ils ont vendu le nom du stade à une marque de fenêtres, Schuko Arena. Donc du coup, en fait, ils sont perdants dans cette opération. Parce que non seulement leur stade porte plus le nom de base, mais en plus, le stade n'a pas été refait en entier. Et je me souviens que j'avais discuté avec un supporter de Bielefeld qui m'a dit mais franchement je comprends pas leur décision, mais moi je leur laisserais même, je préférais que Bielefeld s'appelle le Arminia Dr Oetker Bielefeld et qui nous balance plein de pognon plutôt que d'avoir enfin ça me gênerait pas du tout, quoi. Toi et moi on est tous les deux supporters de foot. Est-ce que si demain ton club préféré est racheté par un énorme groupe, est-ce que tu vas continuer à les suivre? Est-ce que ça dépend du groupe? Est-ce que ça dépend s'ils changent de nom? Voilà. Qu'est-ce que toi tu vois par rapport à ça? Je pense que ça dépend. Enfin, je pense que c'est le genre de truc auquel il faut être confronté pour voir ce que c'est. Après, voilà, je suis quand même originaire d'une ville dont le club de foot est lié à une entreprise de ramassage d'ordures, donc c'est vrai. Si tu veux, on part de loin, quoi. Du coup, si tu nous écoutes. Je me souviens d'ailleurs, j'y pensais tout à l'heure quand je parlais des sponsors qui rentrent bien sur les maillots. Il y avait une saison, je crois que c'est la saison du retour en Ligue 1 de Montpellier. Alors bon, le maillot de Montpellier est bleu et orange, donc de base c'est quand même difficile de faire un joli truc. Et donc là ils avaient fait un maillot entièrement bleu. Et le seul truc qui était orange, c'était le sponsor, c'était un N énorme avec marqué Groupe Nicolin en orange en plein milieu du maillot. Je me souviens de ce maillot, ouais, effectivement, avec l'énorme N. Alors moi personnellement, je suis très fan des gens qui veulent mettre des énormes N un peu partout. Mais c'est vrai que ça m'avait tellement marqué, je disais putain, mais Loulou, t'es peut-être allé un peu loin là quand même. Ouais, surtout que je tiens à le préciser, le logo du groupe Nicolin n'est pas du tout orange, il est rouge et blanc. Oui, bon, au moins ils ont essayé de s'adapter aux couleurs du club. Donc ouais. Déjà c'est toujours ça de prix. Sympa. Mais... En même temps, c'est leur club, donc ils font un peu ce qu'ils veulent. C'est clairement leur club. Mais tu vois, je pense qu'à ce niveau-là, il y a plusieurs différenciations. Par exemple, un club qui depuis longtemps est maîtrisé par une entreprise me gêne un peu moins. Alors, par exemple, le Bayer Leverkusen, alors je suis contre ce que fait Bayer en tant que tel. À part des médicaments, ça c'est bien, mais le reste, c'est pas très bien. Mais par contre, il faut quand même avouer que ils ont été depuis toujours, depuis le début du XXe siècle, impliqués dans le club de Leverkusen. Donc c'est pas juste un rachat pour mettre des millions et des millions, il y a vraiment une implication forte. Le fait qu'on ait laissé à Volkswagen la possibilité de racheter le club de Wolfsburg me gênait moi aussi, parce que c'est eux qui ont renfloué les caisses tout le temps de Wolfsburg, sans en être le propriétaire. Oui, de même que si demain Peugeot mettait beaucoup de pognon dans Sochaux, ben ça choquerait personne. Oui, voilà, c'est ça. Il y a vraiment une logique locale. Ils ont toujours été impliqués dans le club, donc ça me gêne moins. Ce qui me gêne plus, c'est des clubs créés de nulle part, comme le Red Bull Leipzig, le RB Leipzig, vu qu'ils n'ont pas le droit techniquement de s'appeler Red Bull Leipzig, qui sort de nulle part et qui sort des millions et des millions, qui monte de 5e division à 1re division et dès sa deuxième saison joue la Ligue des Champions et se paye le chic de ne pas perdre contre Monaco en plus. Donc c'est absolument dingue. Après, d'un autre côté, il faut reconnaître que ça a quand même sorti pas mal de joueurs allemands
qui n'étaient pas titulaires dans des clubs de Bundesliga et à qui on a dit viens en 3e division, on va vite monter et après tu vas te retrouver en Bundesliga plus vite que ça. L'exemple que je donne, c'est donc Timo Werner, qui est l'attaquant de Leipzig et qui là, a fait une excellente Coupe des Confédérations. Et l'Allemagne qui avait peur après Klose de ne plus avoir d'attaquant de pointe, qui en a retrouvé enfin un, comme ça par magie. Et lui, il était parmi les jeunes de Stuttgart, il n'était pas titulaire, etc. Et ensuite, Leipzig, ils lui ont dit viens, on t'achète, et on te met titulaire en 2e division, et après, quand on sera en 1re division, tu seras titulaire aussi, quoi. Donc, je ne vais pas dire qu'il n'y a que des inconvénients, mais c'est surtout qu'il y a surtout des inconvénients à ce niveau-là, une partie de moi a encore envie d'être naïf et de croire que le foot est un sport beau et pur, etc. Je sais que c'est faux, que je sais que c'est tellement faux. Je suis totalement dans l'esprit qu'avait John Oliver juste avant la Coupe du Monde 2014, à dire quand on aime, enfin c'est l'expression anglaise, quand tu aimes la saucisse, faut pas, surtout t'as pas envie de savoir comment elle est fabriquée. Oui, c'est ça. Et c'est pareil, et où il disait tous les inconvénients de la Coupe du Monde au Brésil, et il disait mais putain, mais je vais quand même la regarder à fond cette Coupe du Monde à la con, parce que ça fait partie de ma raison d'être, et c'est vrai que le foot, toi et moi on adore ça, et il faudra aller quand même très loin pour nous donner envie de ne pas regarder de foot. Moi, j'ai trouvé de bonnes raisons pour la prochaine Coupe du Monde, mais c'est pas pour des raisons d'argent, c'est surtout pour des raisons politiques que je n'ai pas envie de suivre cette Coupe du Monde. Et je suis assez fier de moi parce que j'ai réussi déjà à ne pas suivre la Coupe des Confédérations, donc petit test pour savoir si vraiment ça allait m'intéresser ou pas. Bon, après, la Coupe des Confédérations, il y a un peu de compétition de merde. Mais vu que l'Allemagne l'a gagné, j'aurais pu, à des moments, tenter. Pardon ? On est d'accord, c'est une compétition pourrie. Mais je suis pas contre qu'elle existe. Ouais, c'est ça, c'est toujours au dernier moment, t'es là, est-ce que je vais regarder parce que l'Allemagne est en finale quand même, et j'ai réussi à pas regarder, donc même si l'Allemagne a gagné, en fait c'est peut-être l'approche qu'il faut que j'ai à partir de maintenant, j'arrête de regarder une compétition comme ça, l'Allemagne gagne, et on n'en parle plus, le mec trop superstitieux, voilà, donc j'ai envie de rester un peu romantique. Est-ce que toi tu penses que, enfin voilà, c'est encore une question extrêmement hypothétique, mais est-ce que tu penses qu'il y a vraiment quelque chose qui pourrait te convaincre d'arrêter de suivre le foot professionnel, ou est-ce que comme moi il faudra quand même aller très loin pour que ça t'intéresse plus, quoi? C'est une bonne question. C'est possible. Je sais pas, pareil, c'est la même chose. C'est des trucs qu'il faut vivre pour le voir, mais moi je pense, par exemple, alors moi c'est un sport qui m'intéresse très peu, mais j'imagine les fans de cyclisme, ce qu'ils ont pu vivre pendant l'affaire Festina et les années suivantes, quand on s'est rendu compte que à peu près tout ce qui avait un casque et des pédales était shooté jusqu'à la moelle. Pour autant, aujourd'hui en France, il y a encore des gens qui continuent à regarder le cyclisme, et le Tour de France est diffusé tous les mois de juillet sur France 2, et il y a quand même suffisamment de gens qui le regardent pour que France 2 continue à le diffuser. Donc voilà, je me dis que si le cyclisme a survécu à l'affaire Festina, le foot peut survivre à tout, quoi. Parce que de toute façon, il y aura toujours la beauté du sport qui sera derrière ça, quoi. Il y aura toujours la beauté des performances, même si évidemment derrière il y aura des sales affaires, il y aura beaucoup de pognon. L'argent. Voilà, l'argent. Mais voilà, il y aura toujours quand même les performances sportives, le suspense des compétitions, et ça on peut pas nous l'enlever, quoi. C'est pas possible, ça continuera à exister même si le milieu continue à être pourri. Après, qui sait, hein, c'est peut-être une série de scandales à répétition qui fera que vraiment je serai dégoûté, mais là comme ça je peux pas dire avec certitude que non, il y aura un truc qui pourrait me... Enfin, voilà, c'est vraiment ça. Je me dis, si les fans de cyclisme ont continué à suivre le cyclisme après l'affaire qui se sont prises dans la gueule, c'est qu'on peut le faire avec n'importe quoi. Mais très bien, je
je trouve que c'est une excellente conclusion, donc on va en rester là. Merci à ceux qui ont écouté cette deuxième partie. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez du fait qu'on sépare maintenant en deux les épisodes entre politique et foot. Et si vous avez d'autres commentaires à faire, on te parle à toi, Alexandre. Surtout, j'avais envie de rajouter un moment un peu flippant. N'hésitez pas surtout à nous donner, à nous laisser vos commentaires. Et puis, en attendant, on vous dit à très bientôt. À bientôt.